Nouveau format, nouvelle présentation. Voici le 6e épisode de notre grande série Les paysans bretons pendant la guerre 14-18. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et ainsi, vous ne raterez aucune vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, ce n'est pas grave, je vais récapituler très vite. Mais avant tout, générique. On a souvent sous-estimé, voire oublié, le rôle capital qu'ont joué les paysans pendant la Première Guerre mondiale. Cette série va enfin essayer de leur rendre justice. Dans les 5 épisodes précédents, nous sommes allés en Bretagne, et plus précisément dans les Côtes d'Armor, et avons pris comme exemple un petit village breton. Alors le village s'appelle Saint-Laurent. Bon, des Saint-Laurent, il y en a des dizaines en France, mais il dépend de la commune de Plémy. Et des Plémy, il n'y en a qu'un seul. C'est pourquoi, tout au long de la série, nous parlerons du village de Saint-Laurent-Plémy. Par conséquent, un village de 150 habitants à l'époque, et rien que pour l'année 1914, déjà 18 gars sont partis pour le front. On n'avait jamais vu une telle levée en masse depuis le Premier Empire, c'est-à-dire depuis Napoléon Ier. Ces paysans ont donc laissé leurs femmes, leurs enfants, leurs terres. Et ils vont, pour l'écrasante majorité d'entre eux, quitter leur canton pour la deuxième fois de leur vie. La première fois, c'était pour effectuer leur service militaire. Et aux alentours de Saint-Laurent-Plémy, je peux vous dire que ce ne sont pas les casernes qui manquent. Celle du 48e régiment d'infanterie de Guingamp, celle du 70e de Vitré, celle du 47e de Saint-Malo, celle du 71e de Saint-Brieuc, etc., etc. On ne va pas pouvoir parler de ces 18 paysans, c'est impossible. Par conséquent, seuls 5 d'entre eux vont être retenus. Pourquoi? Les photos ne sont pas rares à l'époque, contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire. Mais la plupart ont été jetés, oubliés, négligés, perdus. Tout bêtement, on n'a pas songé à mettre un nom dessus. À force de travail acharné, on a pu retrouver certaines de ces photos, afin que la mémoire de ces soldats admirables ne soit pas oubliée à jamais. Maintenant, regardons ces 5 photos. Ces 5-là s'appelaient Pierre Veillon, Jean Doré, Jean Carreau, Ange Curet et Pierre Chapin. Le premier d'entre eux, c'est Pierre Veillon. Dès la mobilisation générale, Pierre Veillon, qui faisait son service militaire au 48e régiment d'infanterie de Guingamp depuis octobre 1913, va rejoindre directement le front. Jean Doré, maintenant, qui avait fait son temps au 70e régiment d'infanterie de Vitré en 1903, reprend du service dès le 11 août 1914. Comme Pierre Veillon, c'est déjà un vétéran de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a combattu pendant la bataille des frontières, pendant la bataille de la Marne, et maintenant, le voici engagé dans la course à la mer. Le troisième, c'est Jean Carreau. Il rejoint le 50e régiment d'artillerie de campagne de Rennes. Il laisse la mort dans l'âme, une femme et 3 enfants. 3 enfants dont nous n'avons hélas pas la moindre photographie. Jean Carreau est mon arrière-grand-père. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas là pour cette histoire vous conter. Il est l'héritier d'une ferme qui fait partie du patrimoine familial depuis 1787, c'est-à-dire depuis l'Ancien Régime. Il est donc bien décidé à la défendre. 4 de ses cousins vont aussi rejoindre le front. Et enfin, c'est pendant la bataille de la Marne qu'Ange Curet et Pierre Chapin vont rejoindre la caserne du 40e régiment d'infanterie de Guingamp le 10 septembre. Ils vont y commencer leur instruction militaire, car il ne faut pas imaginer qu'ils ont été jetés dans la mêlée sans avoir été préparés. Voici le blason du 48e régiment d'infanterie de Guingamp. Autrement dit, ils ne sont pas là pour rigoler. Il faut rappeler qu'à l'époque, les armées, elles sont régionales. Donc la Bretagne, elle est divisée en 2 corps d'armée, le 10e dont le quartier général est à Rennes et le 11e, le quartier général est à Nantes. Donc ça va de Saint-Lô à Nantes en passant par Pontivy, Guingamp, etc. Donc c'est une armée régionale et on connaît le courage du Breton. Et ce Breton, c'est un fantassin. 2 jours après la bataille de la Marne, le 48e régiment d'infanterie de Guingamp va tenir pendant 3 jours à Prunay, sous une dégelée d'obus allemands. On n'est pas très loin de la cathédrale de Reims, qui brûle pour la première fois, et ce n'est malheureusement pas la dernière. 21 septembre, le journal de marche et opération des corps de troupes fait le point. 1933 hommes sont comptés dans le régiment. Autrement dit, plus d'un tiers est déjà hors de combat. Ils ont été tués, capturés ou blessés. 1er octobre, le 48e est à Monchy, près d'Arras, la capitale de l'Artois.
Voici la commune avant les hostilités, et voici ce qu'elle ne va pas tarder à devenir. 4 jours plus tard, le frère de Pierre Veillon, Toussaint, est capturé par les Allemands lors de la première bataille d'Arras. Le 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo perd un bon soldat, mais aussi un sacré bout en train. Alors là aussi, Arras, avant le 1er octobre, et Arras, le 6 octobre, et dire qu'on en est qu'au début des bombardements. Pour le 48e avec Pierre Veillon et le 70e avec Jean Doré, ce sont des combats au corps à corps effroyables. À Monchy, à Neuville, et tout ça dans le secteur d'Arras, qu'on s'attache à défendre coûte que coûte. Le 21 octobre, le 70e est mentionné dans le journal de marche et opération du 48e. On peut supposer que Jean Doré et Pierre Veillon se sont retrouvés brièvement. Qu'ont-ils bien pu se raconter, les pauvres? Cette remontée des troupes aussi bien françaises qu'allemandes vers le nord de la France s'appelle la course à la mer. Car il faut bien comprendre que si les Allemands arrivent à conquérir les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer en France, cela va leur ouvrir les portes de la Grande-Bretagne. Mais cela, Jacques Tarrot va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. C'est vraiment un jeu d'échecs. L'armée belge, qui était encore en Belgique, va être finie d'être repliée derrière l'Isère, pour schématiser, Nieuport, l'Iselle, le Dixmude, pour prendre pratiquement le flanc, avec quelques unités françaises, l'extrême flanc gauche jusqu'à la mer, quoi. Et en fait, ça va être une course de vitesse. C'est à celui qui va essayer d'aller le plus vite pour contourner l'autre, ou pour l'attaquer de flanc, mais c'est un jeu de but parce que chacun réagit aussitôt. Voire dans certains cas, ce télescope, parce que tout le monde ne sait pas ce que fait l'autre, bien entendu. Donc les deux ont la même pensée, et en fait, au fur et à mesure, ça va se télescoper, quoi. Donc c'est une bataille extrêmement coûteuse, parce que là, on est encore un peu en pleine campagne, hein. On ne parle pas de tranchées, des choses comme ça, mais extrêmement fatigante, parce que là, il ne faut pas oublier qu'une partie se fait en train, mais la majorité se fait à pied ou à cheval, quoi. Et le front va s'aligner de Nieuport, à ce moment-là, va descendre vers Nieuport jusqu'à Soissons, à peu près, enfin en schématisant, descendre au niveau un petit peu de la Somme. Automatiquement, il va aller faire une sorte de creux, et puis on va tirer un trait droit jusqu'à Verdun, quelque chose près, hein, avec un petit peu l'entourement de Verdun, avec le saillant de Saint-Mihiel, et on va remonter jusqu'à Nancy, jusqu'au Vosges, et retirer droit à ce moment-là jusqu'à la Suisse, quoi. Et puis petit à petit, donc là, automatiquement, et dans la course à la mer, l'intérêt, c'est que les conditions sont extrêmement lamentables. L'hiver arrive, on est quand même dans le nord de la France, hein, donc il fait quand même pas bien chaud, très très humide, et puis dès que vous creusez 40 cm, vous avez de l'eau. Donc c'est assez inimaginable pour nous. Donc vous vous couchez dans la boue, quoi. Vous dormez dans la boue, quoi. Faut pas se faire d'illusions, hein. Donc vous mettez de la paille à la rigueur pour la première nuit, mais ça ne durera qu'un jour, quoi. Là-bas, il faut faire des tranchées surélevées, en fait. Vous montez des tranchées avec des sacs, puisque vous ne pouvez pas vous enterrer. Et résultat, on a en fait, à partir de toute cette partie de l'extrême nord, c'est des Flandres belges et des Flandres françaises. On est en Belgique, là, quand même. Il y a un petit morceau de Belgique qui va être conservé, ce qui est important. Pendant toute la guerre. Pendant toute la guerre, ouais. Alors j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec ma causerie. Dans le prochain épisode, on parlera des retrouvailles de Pierre Veillon et d'Ange Queret. On parlera également de l'acte de naissance de l'histoire du village de Saint-Laurent. Et pourquoi? Peut-être parlerons-nous aussi de la situation à l'arrière, parce que bien évidemment, le travail ne se fait pas tout seul, et dans l'agriculture, il faut beaucoup de bras. Et comme vous le savez, donc la quasi-totalité de ces bras sont partis pour la guerre. Donc quel va être le rôle de ceux qui restent dans le village? Un dernier mot, ça ne vous a pas échappé, il y a un casque à pointe allemand sur ce bureau. Pourquoi? Eh bien ce casque à pointe vient du village de Saint-Laurent-Plémy. Et je vous raconterai son parcours, ça ne manque pas de piquant.